Bonsoir à tous, bienvenue. Alors ce soir, on est en live aussi sur Facebook. On a mis des ordinateurs avec des caméras ici qui nous permettent de retransmettre en direct live l'apéro pour ceux qui ne peuvent pas venir. Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir. Merci à tous d'être venus là. Comme vous le savez, on a notre triptyque des apéros 4317 tous les 3 mois. Le mois dernier, c'était l'apéro de rentrée, on a fait un hors les murs, c'était un super apéro, on était au Petit Sud, sur les plages du Morillon. Ce mois-ci, donc on a notre invité VIP, Jean-Luc, qui est juste là, qui est le fondateur d'Icademy, à qui je vais passer la parole dans une minute pour qu'il nous parle un petit peu de sa boîte et de son parcours. Et ensuite, on fera les news du réseau, on passera aux 43 secondes. Donc pour ceux d'entre vous qui ont demandé un petit créneau pour pouvoir parler d'eux, parler de leur projet, parler de leur recherche du moment. Et ensuite, on ira tous pour un coup. C'est quand même pour ça qu'on est là à la base. Jean-Luc, je te passe la parole. Merci beaucoup en tout cas d'avoir rejoint ce soir et de venir nous parler un petit peu plus d'Icademy, le groupe que tu as fondé. Je te cède la parole. Bonsoir à tout le monde. Kevin, merci. Nicolas, merci beaucoup. Donc déjà, je vous remercie de m'accueillir parmi vous ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire simple. Je vous fais une petite présentation d'Icademy, de son historique, et puis après, certainement, Nicolas aura des questions à me poser, peut-être même vous-même. Et j'essaierai de répondre à toutes les questions. Donc, Icademy, en fait, c'est une société, avant de parler d'un groupe, c'était une petite société que j'ai créée, je suis le fondateur, donc en 2006. Icademy, en fait, c'est un spécialiste du e-learning diplômant. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de e-learning, surtout après les événements du confinement, etc. Mais bon, en 2006, on n'en parlait pas du tout. Et en tout cas, on ne parlait pas du tout du e-learning diplômant. Alors, comment je suis arrivé à la création d'Icademy? C'est qu'avant ça, j'étais enseignant au sein de l'éducation nationale, d'ailleurs, pendant presque 10 ans. C'est un métier que j'ai adoré. Le contact avec les jeunes, j'ai beaucoup aimé. Un peu moins avec l'administration de l'éducation nationale. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité, c'est-à-dire le lycée dans lequel j'étais, à Marseille, m'a offert la possibilité de créer un centre de formation en alternance, donc au sein du lycée. Et c'était dans les années 90, et puis ça a très bien marché. Et on s'est pas mal développé, et puis mon directeur m'a dit, bon, ça suffit, on ne dépasse pas un effectif de 100 étudiants. J'ai dit, ok, mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Il m'a dit, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, j'ai créé ma première entreprise spécialisée dans la formation. Donc, à l'époque, c'était l'ISEM. Et puis, ça a marché aussi. Et donc, je me suis développé. Donc, on est encore loin quand même d'Icademy, parce qu'à l'époque, c'était que du présentiel, que du face-à-face pédagogique. Et puis, un petit peu les hasards de la vie, je vais visiter un salon à Barcelone. Alors, pourquoi Barcelone? Parce que j'aime beaucoup Barcelone. Et je sais que là-bas, au niveau de l'enseignement supérieur, ils sont quand même assez avant-gardistes. Alors, ils sont avant-gardistes sur beaucoup de choses, la mode, le design, etc., mais aussi sur l'enseignement. Et je visite ce salon en 2003. Et en 2003, à Barcelone, je me rends compte que le e-learning diplômant est hyper développé, alors qu'en France, ça n'existe pas du tout. Là, je me dis, il y a peut-être un créneau. Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que là-bas, ils faisaient tout en e-learning. Souvent, on me dit, ouais, en e-learning, on peut pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est faux, on peut tout faire en fait en e-learning. Et les Espagnols le démontraient, puisqu'ils avaient développé des formations en e-learning sur le dessin, sur la musique, etc. Ils s'exposaient sur des stands. Je trouvais que ce qu'ils faisaient, c'était fantastique. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je veux faire la même chose en France. Donc, j'ai mis 3 ans. À l'époque, j'étais associé dans ce centre de formation et mon associé ne voulait pas du tout entendre parler du e-learning. C'était le premier, en fait, à ne pas croire du tout au projet e-learning. Après, bon, si je vous fais la liste de tous ceux qui ne croyaient pas au e-learning, y compris mon propre banquier, c'est une liste qui est très longue, quoi. Et donc, je quitte la société et je crée Icademy. Je crée Icademy en 2006. Et avec un petit site internet, on se spécialise sur quelques formations diplômantes. Et bon, j'étais un petit peu naïf quand même à l'époque, même si j'avais quand même une petite expérience. Je pensais qu'en fait, simplement en lançant un site internet, comme on était quasiment les seuls à proposer ça en France, j'allais avoir plein de clients. Mais non, pas du tout. Le marché n'était pas du tout là.
et puis un site, bon, vous êtes parmi vous, il y a des spécialistes, ça se référence, etc. Bon, nous, à l'époque, on n'était pas du tout au fait de toutes ces choses-là. Et donc, première année, je ne vais pas dire que c'est le pic, mais pas loin. On a 27 apprenants. C'est-à-dire que j'ai quasiment autant de personnel. Bon, j'exagère un peu, hein. Je dois avoir 14 personnes qui travaillent pour moi à l'époque, formateurs compris. Et donc, ça fait un salarié pour 2 élèves. Donc, c'est la catastrophe financière, etc. À l'époque, les entreprises ne nous suivaient pas. Enfin, en fait, il n'y avait personne qui nous suivait, quoi. Et les 2 premières années sont très, très difficiles. En fait, la profession que je connaissais le mieux à l'époque, c'était celle des huissiers, parce que je devais beaucoup d'argent à beaucoup de gens, de cotisations, etc. Et donc, j'avais des visites régulières d'huissiers pour me demander, bon, c'est quand que vous nous payez? Donc, à un moment donné, c'est vrai que j'ai commencé à me poser quelques questions sur le devenir. Alors, attention, moi, je suis un créateur, hein, c'est-à-dire que c'est pas la première boîte que je crée. Et je me disais, non, mais l'idée, elle est bonne. C'est que ça va, à un moment donné, ça va passer. Mais quand vous avez cette pression financière, et puis même au niveau personnel, hein, je veux dire, voilà, vous avez une famille, vous devez subvenir à la famille, il y a des crédits à payer, bon, vous savez ce que c'est, quoi. Et là, vous ne pouvez plus rien payer, même au niveau personnel, à un moment donné, c'est très, très dur. Et on se dit, bon, c'est quoi le choix? Donc, j'avais des gens qui me proposaient de récupérer Academy pour rien du tout, quoi. Et je me suis dit, non, ben, tant pis, hein, j'ai fait un peu de love money, c'est-à-dire autour de moi, les amis, la famille, etc. J'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer. Je n'ai pas récupéré grand-chose, mais j'ai récupéré un petit peu d'argent. Ça a permis de faire patienter quelques créanciers. Et puis, je me disais, à un moment donné, ça va décoller. Et en 2008, donc 2 ans après, ça commence enfin à décoller. Donc, entre-temps, on avait fait un petit peu de tri, c'est-à-dire que les formations sur lesquelles on s'était positionné, qui ne marchaient pas trop, on les a éliminées. Et puis, on s'est réorienté sur quelques formations européennes qui, elles, ont de suite marché. Et donc, ça y est, on commence à décoller. Et en fait, c'est une bouffée d'air, quoi. Moi, je suis resté à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 1 an et demi à ne pas me payer. Bon, ça, c'est l'histoire de beaucoup d'entrepreneurs. et presque autant à me payer au SMIC, quoi. Et bon, c'est quand on a un certain niveau de vie. Alors, je dis pas que voilà, ce que j'ai vécu, c'est exceptionnel, mais quand on a un certain niveau de vie, de retomber à un niveau de vie comme ça, ben c'est pas évident. Je peux vous donner un exemple. J'avais une voiture qui était complètement abîmée. En fait, j'avais tout le côté gauche de la voiture qui était abîmé, donc côté conducteur. Et de temps en temps, j'allais chercher des gens à la gare. Et je ne pouvais pas faire autrement que d'aller les chercher avec ma voiture. Et je les faisais monter. Je les faisais monter, bien sûr, côté passager, donc ils ne voyaient pas la portière complètement abîmée, enfoncée. Et je m'arrangeais pour me garer, pour qu'ils ne voient pas, en sortant de la voiture, qu'ils ne voient pas la voiture qui était complètement abîmée. Bon, c'est plein de petites anecdotes comme ça qui sont rigolotes aujourd'hui, mais à l'époque, elles ne me faisaient pas rire. C'était pas si évident que ça. Donc, on a un développement, ça se développe petit à petit. Au départ, quand on a démarré, on avait 5 salariés permanents et à peu près 8 formateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a à peu près 130 salariés permanents, c'est-à-dire temps plein, quoi. Et on doit être aux alentours de 250, 300 formateurs, alors avec un temps plus ou moins important, hein, selon les matières qui s'enseignent, sur les thématiques sur lesquelles ils interviennent. Donc, c'est vrai que quand je vous donne ces 2 chiffres, ça montre l'évolution. Il y a aussi le nombre d'apprenants qui est significatif aussi, entre les 27 du début et aujourd'hui. Oui. Alors après, c'est un peu plus difficile à compter aujourd'hui. Alors, c'est pas parce qu'ils sont des centaines de milliers, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai toujours compté en fait que les apprenants sur le diplômant. Et aujourd'hui, il faut un petit peu élargir parce que les thématiques sur lesquelles on se positionne et le marché de la formation professionnelle a tellement évolué qu'on est aussi positionné sur des formations plus courtes, certifiantes, etc. Mais notre cœur de métier reste le diplômant. Donc aujourd'hui, on a à peu près sur l'ensemble de nos structures, on s'approche des 5 000. En tout cas, cette année, on va dépasser les 5 000. Donc oui, c'est vrai qu'il y a, ça fait beaucoup plus, quoi. Mais bon, derrière, c'est un gros travail. Et puis, c'est une évolution qui s'est faite au fur et à mesure. Chaque année, on a
En fait, moi, j'ai systématiquement tout réinvesti. C'est-à-dire que à partir du moment où on a commencé à gagner de l'argent, à être bénéficiaire, on a systématiquement réinvesti pour permettre à l'entreprise de se développer et de la pérenniser dans la durée. Ce n'est pas le tout de générer du chiffre d'affaires, une rentabilité, mais c'est derrière, il faut se projeter sur l'avenir, sur la durée. Or, on est sur des marchés qui sont fortement concurrentiels. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai appris que j'avais un nouveau concurrent et j'ai échangé avec des confrères qui sont aussi mes concurrents, mais même eux ne le connaissaient même pas. Et pourtant, quand on voit leur site, on dirait qu'ils sont là depuis 10 ans. Et mais bon, ils ont des techniques marketing qui font croire aux gens que c'est les meilleurs et qu'ils ont énormément d'apprenants, mais ils sortent de nulle part. Donc voilà, ça fait aussi partie des contraintes concurrentielles qu'on peut avoir en face de nous. Donc comme je vous disais, voilà, on s'est développé, on a investi, et pour se développer, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait les choses un petit peu à l'envers. Aujourd'hui, vous avez les centres de formation en présentiel, ce qu'ils font, ils développent du e-learning parce qu'on leur dit c'est bien, il faut faire du e-learning, il faut faire un peu de mix learning, etc. Et puis avec ce qui s'est passé, un centre de formation ou un établissement d'enseignement supérieur, s'il ne fait pas du e-learning, c'est un peu compliqué pour lui. Nous, on a fait les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a une base très forte sur la partie diplômante en e-learning. Et on s'est dit, ça serait bien que je revienne entre guillemets à mes premiers amours, à savoir on fasse un peu de présentiel. Et donc, on a créé un premier centre de formation en présentiel sur Aix-en-Provence. Alors, quand je dis présentiel, c'est du semi-présentiel, c'est-à-dire une partie à distance et l'autre partie en présentiel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon professionnel de la formation, du mix learning. Et en 2010, on est les premiers à faire du mix learning en France. Alors, je ne le pensais pas. Mais bon, voilà, ça, c'est une réalité. Et ça, par contre, de suite, ça a marché. De suite, on a rencontré notre clientèle, en quelque sorte, quoi. Et ça a été en fait une première étape de l'évolution d'Icademy. Ensuite, comme beaucoup, on s'est implanté à Paris. Alors, on s'est implanté à Paris, nous, un petit peu par hasard, quoi. C'est que j'avais un partenaire qui m'a accueilli dans ses locaux, puis on a testé le marché, puis ça a marché. Et puis, comme il fallait qu'on ait une équipe pour gérer nos examens sur Paris, on s'est dit, tiens, on va créer un centre de formation. Et là, le centre de formation, il est en pleine expansion, on ne sait plus où mettre les étudiants. Et donc, on a une belle évolution aussi sur Paris. Et puis, à partir de 2015, on a commencé aussi à faire de la croissance externe. Alors, pour renforcer en fait nos domaines de spécialisation, on a racheté une école d'art et de design à Angers, une très très belle école qui marche très bien et qui est orientée sur l'art design. Et puis, on crée des synergies, mix learning, donc on leur apporte du e-learning et eux, ils développent de nouvelles formations sur cette thématique-là. Et puis, on en a racheté une autre à Lille, à Toulouse. Donc, on a une expansion, on va dire, géographique qui est intéressante, quoi. Et en fait, on a autant d'évolution sur la partie learning aujourd'hui que sur la partie mix learning. Mais on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit qu'on devait aller plus loin. Et comme notre métier, c'est de former, c'est de renforcer les compétences des personnes qu'on forme. Et ce n'est pas seulement de les former pour qu'elles aient un diplôme, mais c'est de les former pour qu'elles aient une employabilité plus forte, meilleure. Et pour ça il faut aussi renforcer nos équipes sur la partie emploi, accompagnement emploi. Et donc là, on a fait deux choses. On a créé un cabinet de recrutement qui s'appelle Talentis Horizon. Ce cabinet de recrutement travaille, bien entendu, pour les jeunes qu'on accompagne post-formation, mais travaille aussi pour des entreprises d'accueil dans le cadre de recrutement en contrat d'apprentissage, et ce sur toute la France. Donc, Talentis Horizon a son siège aussi à Toulon. Et puis, dans la foulée, on a racheté un job board qui s'appelle Jobintry. Aujourd'hui, Jobintry, ce mois-ci, c'est plus d'1 million de visites mensuelles. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, ça crée une synergie entre notre job board, notre cabinet de recrutement et le groupe Icademy. Et ça maîtrise aussi une grande partie de la chaîne de la formation jusqu'à l'employabilité, le recrutement, etc. Oui, tout à fait. Donc là, on travaille sur la largeur, quoi. Et puis voilà, c'est-à-dire quand on parle de formation diplômante liée à un métier,
derrière, on a les équipes de recrutement. Donc, on sait de quoi on parle et le service qui est apporté à l'apprenant, c'est un service qui est très fort, quoi. Donc, voilà. Après, il y a cette notion, hein, c'est-à-dire l'académie, pour nous, ce qui a toujours été important, c'est la qualité de service qui est offerte à nos apprenants et aux entreprises avec lesquelles on travaille. Alors, vous allez me dire, bon, ça c'est une formulation un peu galvaudée. Non, mais c'est vraiment un point qui est essentiel. C'est comment on fait un métier, entre guillemets, de formateur à distance. Les gens nous disent, ouais, mais le côté humain, on ne voit pas, etc. Non, ben, le côté humain, oui, il est peut-être à distance, mais il est très fort. Et donc ça c'est une partie qu'on ne peut pas remplacer. Et donc ça, c'est les hommes qui composent nos équipes. Et c'est vrai que là-dessus, on a une densité au niveau de notre équipe qui est très forte, en tout cas beaucoup plus forte que celle qu'on va retrouver chez la plupart de nos concurrents. Alors ça nous coûte plus cher, on est certainement moins rentable, mais au moins on fait un métier qui apporte un service complet à nos apprenants. Bien, merci Jean-Luc pour cette belle introduction et cette présentation complète d'Icademy. Il y aura après un temps pour les questions, donc on vous laisse y réfléchir. Moi, j'en ai déjà, il y a 2 thèmes que j'aimerais aborder avec toi ce soir. C'est le premier, c'est sur ton parcours d'entrepreneur. Donc, on a eu quelques anecdotes croustillantes tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on apprend sur soi, comment ça se entre les doutes, les remises en question, les échecs, les rebonds, jusqu'où on peut aller, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on passe la main, quand est-ce qu'on reste, qu'est-ce que ça coûte humainement de rester, d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on apprend sur soi en fait quand on se lance dans un projet comme ça. C'est une question qui est profonde là. Oui, alors, beaucoup de choses. Alors, je vais rebondir sur une anecdote, hein, mais il ne faudra pas la répéter. Ça sortira pas de Facebook. Ça va, donc je suis tranquille. Longtemps, je me suis dit, si c'était à refaire, vous la connaissez cette phrase, mais moi je vais la dire à l'envers, hein, si c'était à refaire, je ne referais pas, quoi. Parce que c'est tellement dur, mais tellement dur, que je me suis dit, c'est pas possible. Non, je ne veux pas revivre quelque chose comme ça, quoi. Et parce que ça a duré quand même, ça a duré quelques années, et puis même au niveau personnel, c'est pas simple hein, autour de vous, quoi. C'est-à-dire que vous avez le projet, vous portez le projet, mais les gens autour de vous, ils sont dans d'autres activités, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas quand il y a l'huissier qui vient taper à la porte, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne dis plus du tout, hein. Si c'était à refaire, je le refais 10 fois, hein. Mais c'est vrai qu'on est, à un moment donné, en fait, je trouve que quand on s'engage dans le métier métier entre guillemets de créateur d'entreprise, il faut être prêt à un moment donné à recevoir des coups, beaucoup de coups, et se dire que voilà, il faut que je me prépare à ça, et puis il faut que je me forge un caractère, une carapace qui va me permettre de faire face à des situations qui vont être complexes. Alors après, chacun son truc, hein. Moi, à l'époque, mon truc, ça a été de courir. Et donc, je me suis mis à courir. Alors, je courais un petit peu avant, mais je m'étais arrêté pendant des années. Et je me suis remis à courir et je me suis mis à faire des marathons, etc. Et c'est vrai que le lien coureur, marathonien et créateur d'entreprise et développeur d'entreprise, je trouve qu'il y a une synergie qui est très forte. Et en tout cas, ça allait bien ensemble. Et je trouve que les deux, en fait, hein, m'ont apporté, une force en moi qui m'ont permis de franchir des moments difficiles. Alors après, je sais qu'on a pas mal discuté aussi de ça, hein. Je veux dire, est-ce qu'on est créateur d'entreprise, est-ce qu'on l'a en soi? Alors, moi, je serais tenté de dire oui, il y a quelque chose que vous avez en vous, quoi. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie de faire très tôt. D'accord ? Maintenant, on le devient aussi. On le devient hein, par rapport à des expériences qu'on vit dans son entreprise, autour de soi, et on peut se dire à un moment donné, ben voilà, moi j'ai quelque chose d'autre à exprimer et je veux l'exprimer à titre personnel dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc c'est quelque chose qui peut se construire.
Maintenant, il faut aussi accepter les règles hein, de la vie du chef d'entreprise. Alors, il y a quelques temps, les patrons, ils s'étaient pas mal critiqués. Alors, certes, c'était des grands patrons, mais bon, comme ils parlaient de patrons, ils parlaient pour moi aussi de petits patrons, quoi. Un patron, ben, je veux dire, il peut avoir une évolution économique très intéressante, mais il peut vivre et passer par des moments très compliqués comme ceux que je vous ai présentés. Et un patron, il peut ne pas passer ces étapes-là, quoi. C'est ça la vie aussi d'un chef d'entreprise. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. C'était parfaitement répondu, merci, et documenté en plus d'anecdotes. Donc, ouais, je te remercie. Et la deuxième question que je voulais te poser, c'était tu es Toulonnais, tu es resté à Toulon. Toulon bouge beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas par le passé, on était peut-être un petit peu en retard sur certains trucs. Aujourd'hui, c'est bon, on est bien, donc c'est un bel endroit pour décider de s'installer et de grandir. Pourquoi Toulon? Comment tu as décidé? Comment tu es resté? Est-ce que c'est par amour du territoire et tu es encore là encore aujourd'hui? Alors, moi, je suis un militant toulonnais, hein, donc là, je ne vais pas être très, très objectif. C'est pas grave, nous aussi. Mais bon, voilà, hein, bon, oui, je suis né à Toulon. Toulon, c'est ma ville, j'adore ma ville. Après, je suis parti, comme beaucoup, hein, j'étais faire des études à Aix et je me suis installé. On fera au montage, ça, on en parlera pour un. mais quand j'ai eu l'opportunité de créer Icademy, ça s'est fait à Toulon. Et alors, je peux vous dire, j'en ai fait des rues, hein, parce qu'on a évolué, les bureaux sont agrandis au fur et à mesure. Le premier bureau qu'on avait, c'était 55 mètres carrés, c'était rue Picot. Après, on a évolué à 75 mètres carrés, on était rue Gimély. La rue Gimély, on est passé à la place que j'aime beaucoup, c'est la place Puget, où là, on était passé à 150 mètres carrés. C'était immense pour nous. Hein. Alors, 150 mètres carrés, c'est un petit appartement, enfin, c'est un appartement avec une douzaine de personnes. On pouvait rentrer une douzaine de personnes, et puis on a évolué, donc là, boulevard Strasbourg, Racine, etc. Alors, pourquoi Toulon? D'abord, ben, c'est vrai, c'est à titre personnel, moi, je trouve que c'est important d'être proche de ses racines, parce qu'on a besoin aussi, entre guillemets, d'avoir, quand on crée, quand on développe, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et c'est bien aussi de s'appuyer sur des certitudes, même si elles ne sont que personnelles. C'est-à-dire que voilà, c'est votre ville, c'est les rues de votre enfance, c'est vos amis que vous croisez. Moi, tous les jeudis midi, je mange avec mes parents. Enfin, en tout cas, j'essaye, en tout cas, quand il n'y a pas de déjeuner de la French Tech. Et voilà, voilà. Ça c'est un point qui est important. C'est important de concilier les deux. Et puis après, d'un point de vue purement économique, Toulon, comme tu l'as dit, c'est une ville qui bouge. Hein. C'est une ville qui a énormément évolué depuis toutes ces années. Et je trouve qu'elle offre un environnement qui est très intéressant pour les créateurs d'entreprises. Alors là, ce n'est pas pour faire de la publicité à TVT, hein, mais vous le savez, quoi. Je veux dire, TVT joue un rôle essentiel dans l'accueil de ces nouvelles entreprises, de ces jeunes entrepreneurs. Il y a un accompagnement qui est très fort, qui franchement, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait beaucoup aidé. Mais bon, ça ne s'est pas fait. En tout cas, ça n'a pas matché à l'époque. Mais c'est vraiment essentiel, je dirais, au développement de nouvelles entreprises au sein de Toulon. Et puis après, toujours d'un point de vue purement économique, Toulon, on peut faire des recrutements de qualité. Donc ça, c'est un point important, parce qu'il y a des gens qui sont formés à Toulon ou sur Aix ou sur Marseille ou sur Nice, mais qui veulent rester travailler à Toulon. Donc il y a des possibilités de faire de bons recrutements. Donc ça, c'est un point qui est important. Et le dernier point, c'est l'aspect immobilier aussi. Hein. Je veux dire, s'installer à Toulon, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de s'installer à Aix-en-Provence, à Paris, etc. Et donc ça, dans les comptes d'une entreprise, surtout en lancement, c'est un point qui est important, quoi. Voilà. Et puis il y a pas la mer, avec soi. C'est exact. C'est important d'avoir un environnement de travailler là où certains vont en vacances, c'est pas mal. Non, c'est excellent, c'est excellent. Merci beaucoup. On va peut-être donner la parole, du coup, si vous avez des questions, on va pouvoir aussi applaudir effectivement Jean-Luc de l'équipe d'Icademy. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Oui. Je vais le répéter.
En fait, je voulais savoir si le fait de venir de l'éducation nationale a été un handicap pour lui par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que venir de l'éducation nationale a été un handicap De plus, imagine. voilà, pour accéder à l'entrepreneuriat? Non. La culture, c'est ça en fait. Là. Ouais. Oui, alors, non, parce que je faisais la part des choses, quoi. Et puis, moi, j'avais la chance d'enseigner des matières techniques et professionnelles orientées sur le marketing, la vente, donc qui étaient orientées sur l'entreprise. Donc, ça n'a pas été… non. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas avec la lumière. Kevin? Ouais, donc je me demandais, là aujourd'hui, avec le contexte, etc., il y a beaucoup d'activités qui vont être beaucoup plus digitalisées encore, par rapport à quelqu'un qui souhaiterait entamer ou poursuivre plutôt cette digitalisation, alors sur la formation ou sur d'autres choses. Est-ce que dans votre parcours, il y a à un moment donné eu un élément déclencheur, quelque chose qui a fait que votre digitalisation qui était déjà à la base de donner d'un centre physique, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça et qu'est-ce qu'aujourd'hui on pourrait en tirer pour quelqu'un qui est dans cette situation en 2020 avec le Alors, là, je vais parler de mon métier ou vous voulez que je sois plus général Non, plutôt sur le niveau de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ok. Alors là, honnêtement, aujourd'hui, celui qui n'a pas une réflexion sur la partie digitalisation de son activité, c'est qu'il est un peu, on va dire… Déconnecté. Ouais, déconnecté, ouais, mais en tout cas, quand on voit que même les restaurateurs ont une activité forte sur la partie digitale, alors qu'on pourrait penser que ça, c'est de l'hyper traditionnel, quoi. En fait, il y a tellement de choses qui passent aujourd'hui par le digital que, enfin, pour moi en tout cas, ça me paraît difficile de faire sans, quoi. Pour nous, dans tous les cas, c'est vraiment notre facteur clé de succès, quoi. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'à l'époque, vous avez fait dire, c'est une vision de l'entrepreneur de dire pour moi, le digital, c'est l'avenir. C'est une demande. En fait, il y avait des demandes auxquelles je n'arrivais pas à répondre. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient se former chez nous à Marseille. Bon, on était dans les quartiers à Marseille et donc c'était un peu compliqué pour venir chez nous. Et c'était soit la distance, soit les jours de formation qui ne correspondaient pas aux attentes du jeune ou de l'entreprise. Et naturellement, on s'est dit, tiens, si on faisait de la formation à distance, ça pourrait permettre de répondre à ces problématiques-là. Mais à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Et c'est en fait tout le lien avec Barcelone, c'est là où j'ai compris que ça pouvait se faire et comment ça pouvait se faire, quoi. Voilà. Merci. Et donc, n'hésitez pas aussi pour ceux qui suivent le live sur Facebook, si vous avez des questions, à les faire remonter. On les fera passer à Jean-Luc Codaccioni. Est-ce qu'il y a dans la salle déjà d'autres questions? Oui. Alors justement, la question pour savoir si vous avez pris le contre-pied de ceux qui au départ vous contredisaient, ne croyaient pas en vous, est-ce qu'aujourd'hui vous proposez à des universités ou des écoles leur transformation numérique et l'apprentissage à créer des offres de formation en ligne? Alors, c'est une question qui est très pertinente. Qui est même très stratégique. Alors, oui, on le fait, on a des échanges, mais vous savez, les structures qui ont des approches traditionnelles, parfois, elles n'aiment pas du tout faire évoluer les choses. Donc, c'est complexe et long, en fait. Et donc, pour raccourcir les choses, on s'est dit, OK, on est dans ces démarches, on est dans ces échanges, on est en échange avec beaucoup d'universités, mais on se dit aussi qu'il faut faire les choses différemment. C'est pour ça aussi qu'on procède à de la croissance externe, c'est-à-dire qu'on rachète des centres de formation qui n'ont pas encore digitalisé leur offre de formation, mais qui ont une belle offre de formation. Et donc là, on a la maîtrise de la production de la formation, donc de la digitalisation de la formation. Voilà. On a une question sur le live, c'est pour ça que je mets là. On a une question sur le live. Donc, il y a Geoffrey qui nous demande comment est-ce que vous voyez le marché de l'éducation dans 10 ans et
quel est votre avis sur Apple et ce qu'ils essaient de faire avec l'éducation? Donc, le marché de l'éducation dans 10 ans et l'attitude de la prise de position d'Apple vis-à-vis de la formation. De l'éducation. De l'éducation. Oui, de l'éducation. Voilà, là je ne sais pas si je serai de taille pour répondre à cette question, parce que 10 ans. Alors, Bon, disons 5. 5, bon, c'est sympa. Bon, 5, honnêtement, la tendance, elle est très très forte. C'est le mix learning, c'est-à-dire quasiment tous les établissements vont avoir une partie de leur cours en distanciel et l'autre partie de leur cours en présentiel. Bon, ça, c'est une évidence. Hein. Mais alors, d'ici combien d'années, après, ça dépend des établissements, hein, de la stratégie des établissements, des moyens mis en œuvre, hein, parce que ça coûte de l'argent aussi, tout ça. Donc ça, c'est une chose. Alors, par contre, ce qu'on observe, c'est peut-être lié à Apple, enfin en tout cas à d'autres acteurs, c'est l'arrivée de pure players qui proposent des formats courts, même parfois très très courts de formation, et qui s'adressent, on va dire, à tout le monde, pas nécessairement à des étudiants, et donc qui arrivent assez massivement sur le marché, avec une approche qui est différente, qui n'est pas l'approche de professionnels de la formation et de l'éducation, mais une approche plutôt digital marketing. Donc c'est une autre ouverture qui est intéressante et qui est à observer aussi, hein, parce que nous aussi, on a à apprendre de ces... Ça donne des tendances. Oui, bien sûr. Ouais, c'est intéressant, quoi. Ouais. Merci. Oui. Bonsoir. Quand vous dites formation diplômante, elles sont reconnues auprès de quel organisme? Alors, quand on parle de formation diplômante, ta question, auprès de quels organismes sont-elles reconnues? Je reformule pour ceux qui nous écoutent sur le live, parce qu'il reste pas longtemps. Après, c'est assez vaste. Hein. Nous, on a des diplômes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi, ce sont des titres RNCP. Mais on a aussi un diplôme universitaire du diplôme de l'Université de West Glasgow. On a un diplôme de l'école d'ingénieurs ESEP. Bon, au total, nous, je pense qu'on a à peu près une quarantaine de diplômes. Alors, les diplômes sur lesquels nous ne sommes pas positionnés, alors là, c'est pas parce que c'est des diplômes de l'éducation nationale, mais on a évité de se positionner sur des diplômes trop éducation nationale, parce que un peu trop rigide par rapport à l'approche éducative et à l'aspect professionnel. Donc, voilà. Merci. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de l'approche ludique dans les apprentissages. D'accord. Okay, et du jeu vidéo notamment. Quoi penser de l'approche ludique dans les apprentissages et notamment de l'approche par les jeux vidéo de l'apprentissage? J'en pense beaucoup de bien. C'est quelque chose de très intéressant. Après, une des problématiques, je ne vais pas refaire mon histoire, hein, mais moi, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas l'école. Hein. Après, vous allez me dire que je suis devenu enseignant. Comment je suis passé de jeune qui n'aimait pas l'école à enseignant? C'est les hasards de la vie. Et j'ai adoré mon métier. Mais en fait, je trouve qu'il manquait beaucoup de choses, et notamment cette approche plus ludique où on est plus à l'écoute des apprenants. Et oui, effectivement, tout ce qui se fait au niveau du jeu, au niveau des serious games, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Bon, ce n'est pas simple à mettre en place sur les parcours diplômants, mais sur des formations plus courtes, c'est quelque chose de recommandé. Merci. Alors, vous avez prévu que ça allait être passionnant. Je ne sais pas au niveau de timing, où on en est. On va prendre une dernière. Allez, ouais, Thomas Gabel, en live. Attention. Très simple, un conseil pour un entrepreneur qui se lance. Un conseil pour un entrepreneur qui se lance. C'est la meilleure, ça? Alors, je pense que le principal conseil, en fait, j'en aurais deux, quoi. Le troisième, après, on peut en discuter, si vous voulez, en off. Mais les deux conseils, c'est vraiment de croire en soi, quoi. Voilà. Mais de croire en soi, mais de manière réaliste. Parce que des fois, on croit en soi et en fait, on s'imagine des choses. On s'imagine être, surtout quand on est plus jeune. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, je me suis imaginé des tas de choses, quoi. Et quand je vois ce que j'ai imaginé quand j'étais plus jeune, je me suis dit, mais quand même, j'étais un peu... J'étais à côté de la plaque, quoi. En fait, j'ai toujours imaginé les choses en grand. Mais j'ai imaginé les choses en grand sur des idées qui n'étaient pas bonnes, quoi. Je veux dire,
où il n'y avait que moi qui pensais que l'idée était bonne, quoi. C'est ramener le projet sur Terre. Un peu. Ouais, voilà, exactement. concret. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire comment croire en soi quand on vous dit aussi d'être réaliste. À un moment donné, il faut forcer les portes. Hein. Moi, quand je fais la liste de tous les banquiers qui m'ont dit mais votre truc il marchera jamais, on vous prête même pas 1 euro. Moi, je peux vous dire, hein, le premier banquier que j'ai eu pendant quasiment 3 ans, j'avais droit à quasiment 0 découvert. J'avais droit à 10 000 euros de découvert. Et 10 000 euros remboursables à la fin du mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je devais avoir remis le compte à 0. Donc, vous imaginez le type de découvert et j'avais droit qu'à ça, quoi. 0 prêt, 0 aide, 0 rien, quoi. Même le réseau entreprendre, ils n'ont pas voulu de moi. Bon, on salue le réseau entreprendre. Christophe, si tu nous écoutes. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et lié à ce premier conseil, mais c'est sûr que derrière, il faut rien lâcher, quoi. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire vous avez votre idée, vous y croyez. Il faut beaucoup parler aussi. Je trouve c'est vraiment quelque chose, il faut échanger avec un maximum de personnes. Alors après, attention, hein, parce qu'il y a une part de confidentialité dans ce qu'on veut développer, etc. Mais avoir le ressenti des uns et des autres, c'est quelque chose d'important. Et pas être dans sa bulle, quoi. Voilà. Pas se terrer, avoir peur de donner de l'info, parce que du coup, ça avance pas. Non, ça se confronte pas. Oui, exactement. Et si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait donc? Alors, j'ai un statut particulier. Est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas. J'aurais pu reprendre mon métier d'enseignant. Et il aurait fallu que je retrouve un lycée qui m'accepte comme enseignant. C'était une possibilité. Et après, ça n'aurait pas été facile. Là, aujourd'hui, très sincèrement, je ne pourrais pas le refaire. Non, ça, c'est clair. Ouais. Très bien. Merci beaucoup.